ne sais pas si c'est une bonne idée de donner la modération à quelqu'un qui est souvent pas très modéré, mais voilà, je vais essayer de me conformer à ce rôle. Et on va tenir le timing. Voilà. Donc, ravi de vous retrouver cette salle un petit peu clairsemée pour un sujet d'importance qu'on va traiter en 30 minutes, qui est donc l'impact social du numérique, avec cette injonction et cette volonté qui sera le fil conducteur, qui est de remettre l'humain au centre. Hier soir, j'étais à une dédicace du dernier livre de Guy Mamoumani, que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle « Pour un numérique humain ». Donc, je reste. Voilà, c'est ma semaine humanité dans le numérique, et je pense que ce ne sera pas la semaine, mais le siècle ou le millénaire de l'humain dans le numérique. Donc, avec des super panélistes qui œuvrent tous, chacun dans leur couloir de nage, mais aussi ensemble, à faire en sorte que le numérique soit un petit peu plus humain. Donc, on a effectivement l'Agence nationale des solidarités actives, une association, et puis à la fois une ESN, et puis le directeur général de la Fondation Sopra Steria Institut de France. Donc, je ne rappelle pas les chiffres, parce qu'en plus, Emmanuel va le faire beaucoup mieux que moi, mais quand même, un Français sur deux en difficulté avec le numérique, 14 millions de personnes qui sont illettrées du numérique. Dans un pays comme la France, ça fait un petit peu peur, et tout est en train de se numériser, que ce soit les démarches administratives. Il y avait quelqu'un de BNP Paribas juste avant, on vous interagissait avec votre banque, avec France Travail, tout est maintenant une interaction numérique. Et donc, effectivement, se pose la question du pouvoir d'inclusion, mais aussi du pouvoir d'exclusion du numérique. C'est donc de ça dont on va parler dans la demi-heure qui vient. Alors, pour planter un petit peu le décor, Emmanuel, je vais te laisser un peu poser les bases, parce que l'Agence nationale des solidarités actives récupère de la donnée et avec ses partenaires permet d'avoir un état des lieux assez précis de ce dont on parle. Qu'en est-il alors de cette fracture numérique ou de cette inclusion numérique ? Et moi, la question que je pose, c'est est-ce que la pauvreté s'est également réduite en proportion de la création de richesses au cours de ces dernières décennies? Malheureusement, je mets tout de suite fin au suspense, la réponse est non. C'est-à-dire qu'après vraiment une très forte baisse de la pauvreté en France, au cours du début du XXe siècle, une forte baisse de la pauvreté de 70 aux années 90, malheureusement depuis l'émergence du numérique, c'est-à-dire à la fin des années 90, on assiste à une stagnation de la pauvreté et une augmentation ces dernières années, c'est les chiffres de l'INSEE qui le montrent, alors même que le niveau de vie français a augmenté, le PIB a augmenté, le nombre d'emplois, la création d'emplois a augmenté. La pauvreté, elle, s'établit en France à 14,14% environ, ce qui fait 9 millions de personnes, 9 millions de nos concitoyens qui ont une vie meilleure. Vous voyez, c'est une vie meilleure, le slogan de l'OCDE, qui ont une vie qui est un peu compliquée. La question qu'on se pose, c'est en quoi aujourd'hui, quelle est la contribution du numérique à ces difficultés? Est-ce que ça accélère la pauvreté? Est-ce que ça permet de lutter contre la pauvreté? Je ne veux pas vous arrêter. J'ai envie de rebondir sur ce qui a été dit ce matin, parce qu'il y a des choses fort intéressantes et qui font vraiment écho, nous, à ce qu'on constate sur le terrain. C'est que le numérique, il peut exclure et il peut réduire l'accès aux droits. Et ça, c'est extrêmement important de bien l'avoir en tête. Je peux citer quelques exemples, si vous voulez, qui ont justement été présentés ce matin par Maurice Lévy et qui concernent des grands problèmes de notre société. C'est la migration, c'est l'accès aux droits, et c'est en gros comment les plus faibles peuvent être aidés. En fait, on constate qu'effectivement, le numérique, et c'était très intéressant, Salim de la table ronde précédente, qui pointait des dangers finalement du numérique, et je pense qu'il faut être extrêmement conscient de ça, parce que nous, dans notre métier qui concerne l'humain, il faut faire des choix. Et puis, je discutais récemment avec une personne qui me disait, il était super content, il avait développé une application, et il disait, c'est super, on peut choisir exactement qui on aide. Alors, évidemment, comme c'est un dispositif de solidarité, c'est défiscalisé, donc le gouvernement, l'État soutient ça, sauf qu'ils peuvent décider d'aider les femmes, les étudiants, pas les étrangers, ou alors les étrangers mais pas les arabes, etc., etc. Et puis là, au bout d'un moment, on peut se poser des questions. C'est quoi le sens? Vous voyez bien la difficulté, et à quel moment le principe de solidarité n'est pas un principe commercial. On n'est pas en train de dire qu'on veut vendre des pelles ou des pioches, on est en train de dire, si on veut aider les gens, on aide tout le monde. Et puis on définit surtout en toute transparence qui on aide et comment on aide. Donc là, je vois un gros risque de recours. Deuxième exemple, vous avez peut-être connu des files de gens qui attendent devant les préfectures pour faire renouveler leurs papiers. Et vous avez peut-être constaté que ces files ont disparu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on est étranger
en France, et pour faire renouveler son titre de séjour, maintenant, tout est numérique. La file d'attente a bien disparu sur le trottoir, mais elle n'a pas du tout disparu. Et l'amélioration de la qualité de service ne s'est absolument pas améliorée. Bien au contraire, qu'est-ce qu'on constate? On constate le développement d'un marché noir pour obtenir des rendez-vous. C'est tellement compliqué, le système est tellement dysfonctionnant, et les politiques ont tellement de la difficulté à répondre à ça, que des petits malins, je ne sais pas comment techniquement ils le font, mais ils achètent des rendez-vous virtuels sur Internet, qu'ils revendent ensuite au marché noir. Pour vous donner un prix, ça coûte entre 600 et 900 euros. Super exemple, merci Emmanuel. Transition parfaite, Jean-Michel, tu définis Adileos comme un facilitateur social. Alors, est-ce que tu arrives à bien faciliter? Je suis un ancien salarié de Soprasteria, mais qui se suis mis en année sabbatique, puis après en 4/5e, justement pour aller sur le terrain. C'est l'exemple qui a été cité tout à l'heure. Et j'ai constaté, avec ma vie sur le terrain, avec dans mon cas, des SDF, des travailleurs sociaux, qu'ils soient bénévoles ou salariés, et bien, qu'il y avait un vrai besoin du numérique sur le terrain. Et je me suis dit, bon, je suis un informaticien, je vais leur donner un coup de main. Et c'est là où je me suis dit, je peux être facilitateur pour ces gens qui travaillent dans le social, moi qui étais dans la technique. Et c'est là où j'ai créé l'association Adileos, qui est une toute petite association, mais qui est aujourd'hui à dimension nationale. Et pour illustrer le type d'action qu'on peut avoir, je vais prendre un cas très pratique pour vous. C'est ce qu'on appelle la domiciliation. Les gens qui sont effectivement de type SDF, etc., reçoivent encore du courrier papier, effectivement pour la gestion de leurs droits. Et je devais constater un jour dans une structure où il y avait une dame qui est arrivée avec sa poussette, clac, 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 qui monte les escaliers. Alors il n'y avait même pas de promontoire pour elle, qui va à l'accueil. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi? La dame qui fait le tour de bureau, qui va rechercher l'enveloppe, qui dit non, vous n'avez pas de courrier. Et elle repart avec sa poussette. Elle a traversé toute la ville. C'était un jour de pluie en plus. Elle a traversé toute la ville pour savoir s'il y avait du courrier. Et puis en plus, l'agent d'accueil qui s'était embêté à aller chercher, puis à noter un truc dans un fichier. Et là, j'étais consterné. Et c'est là où je me suis aperçu que le numérique pouvait apporter une solution. Et là, typiquement, nous, on a développé un logiciel qui permet à la fois pour le travailleur social de ne pas avoir à faire des allers-retours pour savoir s'il y a du courrier, et aux bénéficiaires, justement, alors le numérique, il y a toujours une partie qui n'y est pas accès, ils utilisent leur smartphone, comme vous allez ouvrir votre boîte aux lettres pour dire il y a du courrier, il n'y a pas de courrier, il suffit pour eux qu'ils cliquent sur un lien, et on leur dit il y a du courrier ou pas de courrier. Et là, il y a eu un vrai retour. Vous voyez, le numérique a apporté des solutions à des gens qui n'ont pas besoin de traverser la ville, qui le savent de ce qu'il y a, et on a apporté une solution pragmatique. Et donc on a créé une dizaine d'outils. Alors je vous ai pris celui-là à titre d'exemple parce qu'il doit vous parler avec le courrier. On a créé une dizaine d'outils qui vont de coffres-forts numériques, des alertes météo pour les sans-abri. Donc le numérique, tu as cité des cas où c'était pas bien. Moi je cite tous les cas où ça marche bien. Et aujourd'hui on a plus de 120 structures sociales qui utilisent ces outils au quotidien. Ça va, quand je vous ai cité par exemple les SDF, les gens qui sont dans la précarité, mais on travaille aussi avec la Fédération Solidarité Femmes, vous connaissez, avec le 3919 et toutes les structures nationales qui en font partie. On travaille avec le Mouvement d'Uni qui lutte contre la prostitution, etc. Donc on a fait quasiment toutes ces structures utilisent les mêmes types d'outils pour faire de l'accompagnement. Alors par contre, il y a le risque, effectivement, qu'on aille trop loin. Donc moi je milite pour ce genre d'outils. Je suis pour du numérique. Par contre, je suis d'accord avec toi, sur un moment donné, ça va trop loin. Donc, pour vous donner un deuxième cas pratique, j'ai vu des structures qui travaillent, qui veulent faire de l'accompagnement, c'est ce qui est légitime, comment rendre le meilleur service aux personnes qu'on accompagne. Et ils avaient mis 450 indicateurs lorsqu'on recevait, par exemple, une femme victime de violence. Vous imaginez que la femme qui arrive avec ses problèmes, et on lui demande de remplir un formulaire avec 450 croix et ses champs à remplir. Et c'est là où on perd, où le numérique, il apporte des services, mais il faut revenir à l'humain, c'est le thème là-dessus. Il faut vraiment qu'on adapte et il faut limiter et que ce soit le plus pertinent possible dans l'accompagnement. Merci. Laurent, en tant que DG de la Fondation Soprasteria Institut de France, tu as un poste d'observation tout choisi, parce que tu vois passer plein de projets et plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler de ce numérique à la fois remède et poison pour l'humain ? Je ne sais pas si je vais mettre d'accord d'ailleurs Emmanuel et Jean-Michel, mais c'est vrai qu'on peut constater que le numérique, je ne crois pas que ça soit la cause de la stagnation de la pauvreté depuis 1990, mais ça n'a pas suffi à
enrayer cette stagnation, on peut être d'accord là-dessus. Et je crois vraiment que ce qu'a dit Jean-Michel, c'est ça, c'est un numérique qui va aider à réduire la fracture sociale, qui va aider les publics les plus vulnérables, sans que l'humain soit remplacé. C'est un petit peu comme la transition écologique. Si on ne met pas tous les efforts de la technologie au service de la transition écologique, on sait que les changements de comportement qu'il y aura à faire seront trop importants et que ça ne sera pas socialement acceptable, pas financièrement soutenable. Mais on sait aussi que la technologie ne va pas tout résoudre. On n'a pas une approche, en tout cas chez Soprasteria, et en ce qui me concerne, techniciste de la transition écologique. On sait que la technologie, c'est un élément très important pour réduire le gap et permettre d'avoir des changements de comportement acceptables. Eh bien, dans le domaine social, sociétal, c'est la même chose. La technologie est un moyen qui doit être mobilisé et l'humain ne doit pas être oublié. Et c'est exactement notre thèse à la Fondation Soprasteria Institut de France, une thèse que nous soutenons depuis maintenant plus de 20 ans, 23 ans, avec plus de 80 associations soutenues, 120 projets. Nous soutenons Adileos, bien sûr, avec l'ANSA, mais nous soutenons également la Fédération nationale Solidarité Femmes. On a refondu leur centre d'appel, le fameux 3919. On cybersécurise leur plateforme. On a des prix annuels, comme le prix Entreprendre pour demain, avec par exemple la start-up Click et Moi, qui a été lauréate de ce prix et qui permet à des étudiants d'être rémunérés pour former des seniors au numérique. Tout ça, on le fait d'une manière un peu originale par rapport aux autres fondations qui sont abritées, par exemple, par l'Institut de France. On en parle souvent avec le chancelier Xavier Darcos. Nous, on finance, bien sûr, ces projets, mais surtout, on les accompagne avec des bénévoles. Et ça, c'est l'humain. Ce sont des bénévoles qui, dans le civil, si je puis dire, chez Soprasteria, sont chefs de projet, développeurs, architectes, et qui prennent sur leur temps pour accompagner avec leur savoir-faire d'experts, mais aussi avec leur humanité. Et c'est très important parce que ça permet après, quand ils reviennent dans les projets, le reste de la journée, au profit de l'entreprise et au profit de clients qui peuvent être des banques, qui peuvent être des grandes entreprises et qui sont souvent des administrations, ils ont en tête ce que peut attendre quelqu'un qui est un peu éloigné du numérique, quelqu'un qui est un petit peu victime de cette fracture numérique, voire d'électronisme. Et donc, dans ce contexte-là, il essaye ensuite, il ou elle, cette collaboratrice, ce collaborateur, de concevoir pour France Travail ou pour d'autres administrations, des systèmes, des logiciels qui sont plus abordables et qui aident à réduire cette fracture numérique. Emmanuel, un rebond par rapport à ce que vous avez entendu et en préparant cette table ronde, on avait parlé de l'importance des aidants numériques. Oui, alors je peux prendre un autre exemple, si vous voulez, qui est à la frontière entre le négatif et le positif en termes d'impact, pour concilier, puis aller vers des solutions après. C'est les livraisons instantanées. Vous êtes dans cette salle peut-être consommateur de ce genre de choses, vous faites une commande sur votre smartphone et puis quelqu'un, dans le quart d'heure qui suit, vous livre votre repas. 90% de ces gens sont étrangers, l'immense majorité sans papier. Quand vous allez dans les hébergements d'urgence, ils habitent tous là. Ils sont hébergés par l'État. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de papier, ils vivent dans l'extrême pauvreté. Le numérique leur permet de travailler. Nous, on est bien contents de pouvoir commander. Donc, ça va à peu près, sauf qu'on n'est pas allé au bout. Parce qu'ils vivent dans des conditions qui ne leur permettent pas d'être autonomes, ce que nous visons. Nous, on vise à ce que ces gens-là soient autonomes, puissent vivre de leur travail. Et donc là, le numérique est juste un tout petit pas assez, vous voyez, pour permettre ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas. En tout cas, un cadrage réglementaire, un cadrage législatif peut-être, un soutien de notre part, pas nécessaire, sauf si vraiment ils en ont besoin. Mais voilà, je pense que là, c'est un bon exemple. On est tous un peu des aidants numériques. Vous voyez que ça change les choses sur le terrain ou pas du tout ? Une petite prudence, c'est l'illusion technologique qui nous permettrait de penser que parce qu'on déploie du numérique, forcément la qualité de service d'aide aux plus démunis augmente. Si on remplace un guichet CAF par une maison France Service, on perd en qualité de service, c'est-à-dire en réponse concrète apportée à la personne. Et ça, c'est extrêmement important d'être conscient de ça. Il y a une chercheuse en sciences sociales qui l'a montré. Le niveau de la réponse dans une maison France Service est de 0,5, alors que dans un guichet de CAF, il est de 2, quand on regarde la qualité de la réponse apportée à la personne. Donc attention à l'illusion de croire que parce que l'information est disponible, la réponse concrète est apportée.
On dit souvent qu'investir les gains de temps qu'on gagne avec le numérique dans l'aide, ça pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce que tu en penses? L'association existe depuis 10 ans, donc on a un sacré retour d'expérience de la part des outils. Et je voudrais prendre un exemple très pragmatique. C'est l'Assor, qui se trouve, une grosse association qui se trouve sur Reims, qui ont mis en place notre logiciel. Et grâce à le logiciel, alors il y a une dimension de gain en termes de, je veux dire, d'efficacité. Globalement, ils géraient à peu près 1300, je continue sur la domiciliation, ils géraient 1300 personnes domiciliées dans leur centre. Et grâce au logiciel, ils sont passés à 2000. C'est-à-dire qu'ils ont pu rendre le même service à beaucoup plus de monde dans la ville. Mais il y a eu un deuxième effet qui était vachement intéressant, c'est qu'ils ont pu dégager du temps. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de l'aidant. Alors, il y a l'aidant qui remplit des papiers, qui fait de l'administratif. J'en ai parlé tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas faire trop de numérique parce que on utilise des travailleurs sociaux pour remplir des formulaires, et de la CAF et des CERFA et tout ce que vous voulez. Leur vrai rôle, c'est effectivement de faire l'accompagnement. Et dans leur cas, ils ont libéré quasiment l'équivalent d'un demi-ETP, donc un temps plein, la moitié du temps, pour une personne qui faisait de l'administratif et qui est passée dans le service aux personnes. Globalement, dans le centre d'accueil, ils sont très nombreux, parce que je dis il y a quand même de 2000 domiciliés, un nombre de personnes accueillies, je crois, de 150 personnes par jour. Ils ont dédié cette personne qui a été libérée pour faire des ateliers de sport. Ce qui est bizarre dans ce genre d'activité, mais dans ces lieux, il y a beaucoup de violence. Et justement, ces ateliers de sport a permis d'isoler les personnes qui généraient cette violence, de les amener dans des ateliers et de faire chuter considérablement cette violence au sein de la structure. Donc le numérique, il a un effet direct, je peux être plus efficace dans les gains, mais aussi j'apporte une vraie valeur ajoutée par les accompagnants. Et ça, je voudrais insister là-dessus, c'est que le rôle de l'aidant vis-à-vis de l'aider et réciproquement, il est fondamental qu'il soit salarié, parce qu'il y a certains qui sont effectivement des travailleurs sociaux salariés, mais il y a des bénévoles, et puis il y a les familiaux aussi, qui sont là. Et chacun d'entre eux apporte une vraie valeur. C'est cette relation humaine, plus que l'outil numérique. Il ne doit pas tout bouffer. Et c'est vraiment l'aidant qui apporte quelque chose, et le numérique doit être faciliter le travail. Laurent, un petit rebond, et puis je te demanderai de garder la parole pour finir sur une note un peu positive. Donc, Si on voulait résumer, l'aidant ne peut pas être un chatbot, quoi. C'est vraiment cette combinaison qui illustre ce qu'on observe tous les jours dans nos projets et notre mode de fonctionnement, par exemple à la Fondation, avec des bénévoles et qui sont par ailleurs... Enfin, c'est exactement ça. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais vous l'avez tous en tête, hein, c'est que le numérique nous a tous, nous qui sommes plutôt inclus qu'exclus, aidés au moment de la crise sanitaire. Ça nous a aidés à continuer à travailler, ça nous a aidés dans notre relation avec nos proches. Ça a eu un effet inverse, hein, pour ceux qui étaient déjà éloignés, isolés, peu qualifiés, âgés, en situation de précarité. Donc, post-crise sanitaire, et là je rejoins le côté un peu pessimiste parfois d'Emmanuel, ou en tout cas réaliste, post-crise sanitaire, la situation est plutôt plus difficile et nécessite encore plus de moyens et d'aidants et de technologies dans un mixte à bien calibrer qu'avant. Et puis si je devais conclure, je dirais que des entreprises comme la nôtre, au-delà de leur fondation ou de leur action en matière de RSE, elles ont une responsabilité dans la démarche d'acculturation au numérique, ne serait-ce que parce que nous sommes, avec toutes ces entreprises de la tech, entreprises de services, éditeurs de logiciels, nous sommes finalement ceux qui allons proposer à nos clients des systèmes plus ou moins simples, plus ou moins accessibles, où quand on finit de dérouler pour un usager le menu, on ne s'aperçoit pas à la fin que finalement il y a une question à laquelle on ne peut pas répondre parce qu'elle est formulée de manière... Et on a fait tout un travail juste avant de manière un peu pénible, et ça nous arrive même à nous qui sommes pourtant censés y arriver. Donc on a cette responsabilité dans les groupes comme le nôtre, dans notre core business, je dirais. Ce n'est pas à côté de ce qu'on fait pour nos clients, c'est en plein cœur de ce que l'on fait, de développer des applications, des services aussi simples et accessibles que possible. Emmanuel, je te redonne la parole pour finir sur du positif. Donc, je sais que ça ne va pas te demander un gros effort parce que tu es dans le réalisme, mais tu vois aussi les choses qui peuvent aller dans le bon sens.
Donc la parole est à toi. Non, moi je suis un éternel optimiste. D'ailleurs, si vous voulez, l'ANSA, on ne l'a pas dit, mais a été créé à l'origine par la rencontre entre Martin Hirsch et Benoît Genuini d'Accenture. Donc, pour rejoindre ce qui a été évoqué ce matin, on a des collaborateurs qui ont été en mécénat de compétences chez nous d'Accenture à l'origine, puis en fait sont restés chez nous. On est une structure associative non lucrative, mais on fait du conseil. Donc, voilà, le climat, l'optimisme et de rigueur. Non, moi, deux choses. Effectivement, il n'y aura pas de retour en arrière sur la numérisation de la société. Les travailleurs sociaux le savent, et moi, j'ai qu'un seul objectif, c'est améliorer l'efficacité de leur travail, leur fournir les outils qui leur permettent d'être plus efficaces, de séparer l'administratif de l'accompagnement, ce qu'a dit Jean-Michel. Moi, je vois, en fait, les choses, elles sont assez simples. J'ai une approche extrêmement pragmatique qui consiste à constater les conséquences sur la pauvreté du développement du numérique et à regarder ce qui se passe. En gros, il y a 3 ou 4 grands problèmes dans la société. La reproduction des inégalités, un rapport de l'OCDE a fait beaucoup de bruit, vous vous en souvenez, ça avait été repris par le président de la République, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté, alors que dans les pays nordiques, il en faut 2 ou 3. 2, les phénomènes migratoires, la politique migratoire ne fonctionne pas, elle est, pour reprendre le mot de Bertrand Piccard, immature. C'est pas vrai qu'il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. C'est pas vrai, ça fonctionne pas. Ça, c'est de l'immaturité, c'est pas moi qui le dis, c'est Bertrand Piccard tout à l'heure. 3e grand enjeu, l'hébergement-logement. Si sur ces 3 sujets-là, l'intelligence artificielle, le numérique peut aider à améliorer la situation, vraiment, nous, on est tout à fait disposés à s'attaquer à ces grands enjeux. On le fait déjà, donc toutes celles et ceux qui sont intéressés peuvent venir me voir après pour en parler. Mais si on en croit Maurice Lévy, l'intelligence artificielle va nous sauver, donc il faut rester optimiste. Jean-Michel, est-ce que tu partages cet optimisme ? En tout cas, j'ai beaucoup aimé ta phrase. L'aidant ne peut pas être un chatbot. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, parce qu'effectivement, le numérique est un outil vraiment puissant, mais effectivement, il ne faut pas qu'il cannibalise la relation entre l'aidant et l'aidé. C'est fondamental. Et je voudrais profiter, puisque je suis quasiment le dernier à parler, je voudrais remercier tous les salariés, tous les actes, ce que j'appelle les acteurs sociaux, qui travaillent au quotidien pour être en proximité des personnes, tous les bénévoles que tu citais dans l'association, mais aussi sur le terrain, parce qu'il faut vraiment comprendre que le numérique n'est pas une réponse à tout. Il faut bien comprendre que la réponse à apporter à quelqu'un dans la précarité, à un SDF, et à une femme victime de violence, où on travaille avec la lutte contre la prostitution ou avec des tzigans, la réponse qu'il faut leur apporter, la communication qu'il faut leur apporter est complètement différente. Donc oui, à l'aide, à l'outil qui aide, mais après, il faut de l'humain qui est en proximité, qui va comprendre les problèmes et qui va adapter la réponse à chacune des personnes et leurs problématiques. Je suis un indécrottable optimiste, et c'est vrai que l'IA générative, moi j'y vois beaucoup d'avantages dans ce qu'on vient de se dire, pour essayer d'automatiser les tâches et de dégager du temps. Et l'idée d'avoir un chatbot qui puisse parler toutes les langues, qui comprend même si vous écrivez mal en français ou dans n'importe quelle langue, qui soit multimodal et qui puisse vous répondre selon votre type de handicap, avec du son, avec de l'image, avec de la vidéo, moi j'y vois un grand motif de satisfaction si les associations s'y emploient et s'y l'approprient, et si on a des gens comme ce Soprasteria pour aider les services publics à prendre ça en main. Donc voilà, restons optimistes.